Il est en général assez mal vu de faire une thérapie. On est considéré comme quelqu'un de faible, de déséquilibré, quelqu'un qui n'est pas capable de faire face à ses propres problèmes. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi, pour moi, c'est complètement faux. Je vais aussi te parler de mes expériences en termes de thérapie, ainsi que des leçons que j'en ai tirées. Je vais aussi te donner quelques pistes pour trouver le bon thérapeute pour toi. Petit rappel, tu peux t'abonner gratuitement à la newsletter et aussi revoir tous les épisodes sur tun'espaseulpodcast.com. Alors tout d'abord, nous allons démonter le préjugé qui dit que faire une thérapie, c'est pour les faibles, c'est pour les gens qui ne sont pas capables de faire face à leurs problèmes, etc. Ce préjugé est selon moi complètement faux. Tout le monde peut faire une thérapie s'il en ressent le besoin. Si tu reçois un jugement par rapport à cela, je t'invite à écouter mon premier épisode qui portait sur le jugement justement. Aussi, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des problèmes pour faire une thérapie. Faire une thérapie en soi est très intéressante pour en apprendre plus sur soi-même. Ça arrive parfois que l'on culpabilise par rapport à cela, parce qu'on a l'impression qu'on n'en a pas vraiment besoin, ou bien qu'on prend la place de quelqu'un d'autre qui en aurait plus besoin que nous. Mais tout le monde a le droit d'avoir accès à une thérapie s'il en éprouve le besoin. Et comme je le disais, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un motif pour cela. Ça peut être simplement de vouloir apprendre à se connaître davantage. Faire une thérapie n'est vraiment pas une preuve de faiblesse, bien au contraire. On vit tous des moments difficiles dans nos vies et parfois on a besoin de quelqu'un, d'une aide, pour y faire face et pour trouver nos solutions. Demander de l'aide est vraiment courageux, c'est éviter de faire l'autruche, faire face à ses problèmes au contraire, et c'est surtout un premier pas vers le fait d'aller mieux. On n'a pas forcément accès aux solutions tout seul, mais le fait d'avoir recours à l'aide de quelqu'un d'extérieur nous permet d'avoir accès à d'autres points de vue et à d'autres solutions auxquelles on n'aurait probablement jamais pensé tout seul. Ça nous permet d'envisager les choses d'une autre façon à laquelle nous n'aurions jamais pensé nous tout seuls. Donc arrêtons les jugements négatifs à ce propos. Chacun fait son propre chemin et utilise les outils dont il a besoin pour s'épanouir. Il n'y a vraiment aucun mal à ça. Il n'y a vraiment aucune raison de se sentir coupable de faire une thérapie. Au contraire, c'est un outil formidable et je vais vous partager ici mon expérience et les leçons que j'en ai tirées. Suis-moi et viens me poser toutes tes questions sur mon Instagram Tu n'es pas seul podcast. La toute première fois que j'ai décidé d'aller faire appel à quelqu'un, c'était pour mon hémétophobie. Donc l'hémétophobie, c'est la peur phobique de vomir. Même si il est vrai que personne n'aime vomir ou voir quelqu'un vomir, il y a des personnes comme moi pour qui c'est une véritable phobie. Et ça peut aller très très loin jusqu'à nous gâcher la vie. Donc par exemple, l'hiver, à la période des gastro, j'avais peur d'aller dormir, j'étais effrayée à l'idée de vomir pendant la nuit, et ça m'empêchait vraiment de dormir, ça me créait de grosses angoisses. Je me lavais les mains à peu près 3000 fois par jour, j'avais la peau qui saignait à force. Donc c'était quelque chose qui m'handicapait beaucoup dans ma vie et que je voulais résoudre pour aller mieux et avancer. À cette époque-là, j'étais étudiante, donc mon problème c'est que je n'avais pas beaucoup d'argent à mettre dans une thérapie. Donc je me suis tournée vers un organisme de ma région qui proposait des séances de psychologie gratuites. Dans le cadre de cette psychothérapie, j'ai rencontré une psychothérapeute que j'ai beaucoup aimée, mais j'ai eu certains blocages parce que, comme c'était un processus gratuit, il y avait un nombre limité de séances. C'était maximum 16 séances. Et pour moi, 16 séances, ça me paraissait tellement peu face à mon problème qui était tellement énorme. Donc ça a créé un petit peu en moi un blocage psychologique. Ensuite, ma psy a dû changer d'adresse. Et c'est devenu très compliqué pour moi d'aller aux séances puisque c'était très loin. Donc moralité de cette expérience, le fait d'avoir un nombre de séances limité me bloquait et donc ne me correspondait pas. Et aussi, aller chez son psy doit être quelque chose de pratique puisque c'est quelque chose qui est déjà éprouvant. Alors si en plus ce n'est pas pratique d'y aller, ça te fournit encore une excuse supplémentaire pour ne pas aller à la séance. Donc suite à ces deux contraintes pour moi, j'ai décidé de changer de psy. Cette fois-ci, comme j'avais envie d'un regard complètement différent du mien, j'ai choisi d'aller voir un homme de 60 ans ou plus, de manière à avoir un point de vue complètement différent du mien.
Cette expérience a été relativement désagréable pour moi puisque je suis tombée sur quelqu'un qui finalement ne me respectait pas du tout, ne me laissait pas la place d'être écouté. Pourquoi ? Parce que cet homme avait des séances de 15 minutes et au bout de ces 15 minutes, il disait « Là, vous avez touché un point très important, je vous invite à réfléchir là-dessus et on se revoit la semaine prochaine. » Alors que pour moi, ce point-là n'avait aucune importance. Alors j'ai longtemps cherché à y accorder une importance, à essayer de comprendre ce que cela signifiait d'important pour moi, mais je n'y arrivais pas. Je me suis aussi sentie trahie de savoir que cet homme ne m'accordait que 15 minutes de son temps pour résoudre mes problèmes qui pour moi étaient si importants. Mais j'ai persisté et j'ai continué à aller le voir pendant des semaines. Pourquoi ? Tout simplement par peur de changer de psy, d'avoir à tout recommencer depuis le début. Mais les choses que j'avais identifiées qui me mettaient très mal à l'aise étaient vraiment des red flags, c'est-à-dire des choses qui pour moi étaient suffisamment importantes pour ne pas continuer la relation avec ce psychologue-là. Donc l'important, c'est qu'il faut se sentir bien avec la personne que l'on va voir, qu'il faut être en confiance. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter à changer rapidement. Et il ne faut en rien culpabiliser de changer de psy, puisque c'est pour toi que tu fais cette démarche et pour personne d'autre. Si le psy n'est pas content que tu changes, c'est son problème à lui et non pas le tien. En fin de compte, trouver un psychologue, c'est un peu comme une relation amoureuse. On en essaye plusieurs et puis au fur et à mesure, on apprend de plus en plus ce qui nous correspond et ce dont on a besoin. On affine sa recherche jusqu'à trouver la bonne personne, celle avec qui on se sent à l'aise de parler et celle qui va vraiment nous aider à résoudre nos problèmes. Après cette expérience, j'ai mis beaucoup de temps à retourner voir quelqu'un, car ça a été assez traumatisant pour moi de me sentir trahie de cette façon par quelqu'un en qui j'aurais voulu avoir confiance et qui était soi-disant là pour m'aider. Mais un peu plus tard dans ma vie, j'ai traversé une phase de dépression. Je pleurais tous les jours et je n'avais pas la solution à mes problèmes, donc il était évident que j'avais de nouveau besoin de quelqu'un pour m'aider. Cette fois-ci, j'ai cherché un petit peu des conseils autour de moi de personnes qui avaient de l'expérience avec les thérapies pour trouver la bonne personne. Je cherchais pour moi-même quelqu'un de franc et honnête et direct qui me dirait les choses telles qu'elle les voit, sans détour. Mais ça a été aussi une personne qui ne m'a jamais dit « fais ci ou fais ça ». Les solutions, c'est toi qui les as en toi. On peut t'aider à les trouver, mais personne ne doit te dire qu'est-ce que tu dois faire exactement. Ça ne doit être que des suggestions de ce que tu pourrais faire. Aussi, j'ai eu la très bonne surprise de voir que ce n'était pas douloureux de recommencer une nouvelle thérapie avec quelqu'un d'autre. Je n'ai pas du tout eu l'impression de recommencer tout depuis le début. Petit à petit, bien sûr, j'ai répété certaines choses que j'avais déjà dites à mes précédents psychologues, mais ça s'est fait très naturellement, sans que je m'y sente forcée, et donc ça n'a pas été pénible. Aussi, il est très important de sentir une absence de jugement total de la personne en face de soi que l'on va voir. Par exemple, dans mon cas, 1 jour sur 2, je disais blanc, 1 jour sur 2, je disais noir. Et ma thérapeute n'a jamais cherché à me contredire, à me pousser dans l'une ou l'autre des directions. Elle m'a toujours suivie dans ce que je lui disais, sans jamais juger, sans jamais s'impatienter que je n'arrive pas à une réponse rapidement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable chez le thérapeute que tu vas voir. Cette expérience a duré des mois, mais elle m'a énormément appris sur moi-même. J'ai énormément grandi, cela m'a énormément aidée. Et à la fin, je n'ai naturellement plus ressenti le besoin d'y aller, parce que j'allais mieux. Toutes ces thérapies que j'ai pu faire m'ont appris à mieux me connaître moi-même, à apprendre mon fonctionnement. Maintenant que je me connais mieux, lorsqu'il m'arrive d'avoir un souci, que je ne sais pas comment y faire face, je m'oriente plutôt vers des thérapies courtes, puisque j'ai atteint une autonomie suffisante pour déterminer de quoi je souffre, pourquoi je souffre, et pouvoir aller droit au but et résoudre mon souci du moment. Donc je n'ai plus du tout envie de faire des thérapies longues comme auparavant, je n'en éprouve plus le besoin. C'est cela qui m'a amenée vers l'hypnose. Une fois encore, par le bouche à oreille, j'ai trouvé quelqu'un de très bienveillant, en qui j'ai une très très grande confiance. Les séances d'hypnose que je fais de temps à autre quand j'en éprouve le besoin sont composées d'un entretien très bref où j'explique mon problème et mon ressenti par rapport à cela. Puis on démarre la séance d'hypnose et tout cela se fait dans 1 heure.
Pour moi, l'hypnose m'a permis d'avoir des résultats immédiats. J'ai eu également d'énormes révélations sur moi-même que je n'aurais probablement eu au cours d'une thérapie classique qu'au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment un accélérateur. Bien sûr, ce n'est que mon point de vue. Chaque personne est différente. Et cela ne marchera peut-être pas de la même façon pour toi si tu testes l'hypnose, bien sûr. Mais j'ai acquis une grande confiance en mon hypnothérapeute. Et quand j'en éprouve le besoin, que j'ai besoin d'un petit coup de boost, je vais la voir et j'ai vraiment des résultats immédiats. Maintenant, comment trouver le bon thérapeute? Le thérapeute qui te correspond. Déjà, ce qu'il est très important de souligner, c'est que si ta santé est en jeu, si ton état de santé est grave, tu dois aller voir un médecin. Ce médecin va ensuite t'aiguiller vers la bonne manière de te sentir mieux pour toi. Si ton état de santé est correct et que tu n'as pas besoin d'aller voir un médecin de manière immédiate, il y a plein de façons de trouver un thérapeute. J'en ai parlé à plusieurs reprises durant l'épisode. La manière qui a le mieux marché pour moi, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire en parler autour de moi, parler aux gens qui sont susceptibles d'aller voir un thérapeute et leur demander s'ils ont quelqu'un à me recommander. Les fois où j'ai opéré de cette façon sont les fois où j'ai été le plus convaincue par mes thérapeutes et où mes thérapies se sont le mieux passées. Bien sûr, le mieux, c'est de faire des recherches sur Internet. Il existe des tonnes de thérapies différentes. Il y a la psychothérapie, il y a la psychanalyse, il y a l'hypnothérapie, il y a la programmation neurolinguistique, les thérapies comportementales et cognitives. Aussi, le coaching est une solution possible. Donc renseigne-toi sur Internet, vois toutes les sortes de thérapies qui sont proposées, explore et dirige-toi vers celle qui te correspond le mieux. Ensuite, au niveau du budget, on ne peut pas toujours mettre un gros budget dans sa thérapie. Donc comme je l'ai expliqué, j'ai eu recours moi-même en France à un organisme qui proposait des séances de psychothérapie gratuites. Donc renseigne-toi aussi dans ta région ou dans ton pays, ça doit sûrement exister. Aussi, certains praticiens décident de fixer le prix de leur consultation avec toi. Je trouve ce concept très bien, car il permet de fixer un prix qui a de la valeur pour toi, qui va t'aider à rester engagé dans ta psychothérapie ou autre thérapie que tu auras choisie. Il faut que cette somme ait vraiment une valeur à tes yeux. En revanche, si la somme est beaucoup trop élevée, ça va être très compliqué pour toi puisque peut-être que tu vas résoudre certains de tes problèmes, mais tu risques d'en créer un autre puisque tu vas dépenser énormément d'argent dans ta thérapie et ça risquerait de te mettre dans une situation précaire. Pour résumer, faire une thérapie n'a rien de négatif. Au contraire, c'est une expérience plus que positive pour toi. Il n'y a pas besoin d'avoir de raison particulière pour en faire, tout le monde y a accès. C'est une démarche vraiment courageuse de la part de la personne qui décide d'aller voir un thérapeute et de demander de l'aide. Si tu éprouves un quelconque blocage, que ce n'est pas pratique ou que quelque chose te dérange chez ton thérapeute, n'hésite pas à changer. Ça peut paraître compliqué, mais en vérité, tu n'as pas à tout recommencer depuis le début. Ça va se faire tout seul, naturellement. Le plus important, c'est de se sentir bien avec son thérapeute, d'avoir confiance en la personne et de surtout ne jamais se sentir jugé. Je te remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé ce podcast et que tu penses qu'il pourrait être utile à d'autres personnes, laisse un avis sur Podchaser. Et si tu as une question, un commentaire ou bien une idée à me partager, n'hésite pas à me contacter sur Instagram Tu n'es pas seul podcast. Toutes les informations dont tu as besoin sont dans les notes de l'épisode. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul.